Dans la pure tradition littéraire du conte, Ndeye Astou Ndiaye raconte à travers un recueil les résonances africaines, les valeurs universelles. Aujourd'hui, les jeunes lecteurs du cours Sainte-Marie de Hann explorent ensemble Veillée africaine de Ndeye Astou Ndiaye sur livre ouvert. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur l'émission Livre ouvert du cours Sainte-Marie de Hann. Aujourd'hui, mes camarades et moi allons se poser des questions sur le livre Veillée africaine écrit par Ndeye Astou Ndiaye. Ces deux secrets ne doivent jamais être révélés à personne. Et personne d'autre ne doit être au courant. Si les gens te demandent où je suis, ne leur réponds pas, y compris ma mère, ainsi que tous les gens du village. Tu ne dois jamais rien dire à personne. Au bout de 3 nuits, si je ne reviens pas, quitte le village, pars loin, mais ne parle à personne de notre conversation, même si on t'y oblige. Tu seras la dernière personne à m'avoir vue. Je pars dès ce soir. Sur ces mots, Djibril partit sans dire au revoir à la famille de sa fiancée. Quand Awa rentra dans la case familiale, sa maman demanda après Djibril. Elle répondit que celui-ci était rentré en urgence chez lui. 2 jours passèrent et tout le monde s'inquiétait de sa disparition. Au 3e, les parents de Djibril appelèrent Awa et lui demandèrent où était passé leur fils. Le regard baissé, Awa dit ne pas avoir vu Djibril. La maman insista et n'hésita pas à menacer Awa. « Si tu ne me dis pas où est passé mon fils, tu pourrais en mourir. Tu es la dernière personne à avoir conversé avec lui. Alors dis-moi où est passé mon fils. » Awa perdit son sang-froid et ses larmes coulèrent le long de ses joues. Puis, elle s'emmura dans son silence et refusa de leur dire ce qu'elle savait. Après quelques heures, durant lesquelles la même question revenait, la réponse restait la même. Et les parents de Djibril finirent par laisser partir Awa, qui était désorientée. Une fois chez elle, Awa prit ses affaires, attendant le soir pour pouvoir partir comme le lui avait demandé Djibril. Mère, voilà 2 hivernages que je te dis que je veux un enfant. Pourquoi je n'en ai pas? Salif et moi faisons tout pour en avoir un comme les autres. J'ai toujours eu ce que je voulais et j'aurai des enfants. Fait que j'en ai. La maman pleura et répliqua. Ma fille chérie, celle qui a toujours eu ce qu'elle voulait. Si je pouvais faire que tu aies des enfants, tu en aurais depuis longtemps. Je prie depuis 2 ans et tout le temps, une femme apparaît dans mes rêves pour me dire que tu dois retourner dans le village de ton mari pour faire des enfants. Fatou rit et dit à sa mère qu'il n'était pas question qu'elle retourne dans sa belle famille et qu'il vente ou qu'il pleuve, elles auraient des enfants. 3 hivernages passèrent. Fatou n'était toujours pas mère et un jour, elle dit à son mari « On ne peut pas avoir d'enfants depuis si longtemps. J'ai formulé toutes les prières que je connaissais. Ma mère me dit qu'il faudrait qu'on retourne dans ton village. Alors, partons ce soir. » Salif regarda sa femme avec étonnement et lui dit « J'avais juré de ne jamais faire de mal à une femme, mais plutôt de les adorer, de les adulter. Et depuis que je t'ai épousée, je n'ai jamais failli. Aujourd'hui, tu me demandes de retourner dans mon village où je vais parfois voir les miens. Fatou, les portes de mon village te sont fermées tant que tu ne demanderas pas pardon au monde de ta famille, de ma famille. En outre, mon autre femme et mes enfants occupent la case que tu y avais. » Fatou sembla ne pas comprendre. Quelle autre femme, quels enfants qui est dans ma case? Salif lui dit « Ma seconde femme, celle qui a accepté de m'épouser, de m'aimer, d'obéir aux règles de vie de ma famille. La mère de mes 2 enfants, celle qui balaye sa case, celle de ma mère et celle des autres, celle qui me prépare à manger, celle pour qui j'épluche les légumes et pour qui je fais la vaisselle. » Doudou regarda son père et lui dit
Tu es avec maman depuis plusieurs années. Elle est une mère pour nous et une femme pour toi. Dans les réponses que tu m'as données, il n'y en a pas une où il s'est agi de crier sur une femme, de la critiquer, de mal lui parler. Et au quotidien, c'est ce que tu fais avec maman. Je te résume mes réponses à moi. Une mère transforme tout en amour, elle donne tout et ne demande rien. Une femme change aussi tout en amour et on se doit de tout lui donner. Papa, le fils que je suis et qui grandit, qui se doit de protéger sa maman, ne veut plus t'entendre la critiquer, lui manquer de respect. Tu n'aimerais pas qu'on fasse cela à ta fille, encore moins à ta mère. Si toutes les nuits, j'allais me coucher en voyant ma mère comme une femme, je n'aurais jamais fait de cauchemar. Papa, maman est contente, certes, de nous avoir, mais je veux qu'elle soit heureuse et comblée. Je veux qu'elle soit fière de sa famille. Elle nous donne à tous sans rien demander. Et parfois, j'ai l'impression qu'on oublie les efforts qu'elle fait. Il est temps que les choses changent. Retiens bien ce que je te dis. Sur ce, il ne faut pas que j'oublie que j'ai 5 ans et je ne veux pas que le marchand de sable ne me trouve pas dans mon lit. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, frères et sœurs. Bonne nuit, maman, mon univers. Je rentrai dans la maison et vis Tricky attaché. Il se débattait de toutes ses forces. Je prononçais son nom et là, je vis le même regard, celui qu'il avait 5 ans auparavant. Il avait maigri et semblait aller mal. Je demandai la permission de le détacher. L'ami de mon père me prévint. Il me dit qu'il fallait faire attention et que ce n'était qu'un animal. Qui plus est, un khadj. Je lui montrai que c'était d'abord un être vivant. Lorsque je le détachai, les gens dans la maison se dispersèrent. Ils ne les voyaient même plus. Tricky me sautait dessus. Je voyais son amour, son attachement, mais aussi sa fidélité. Il obéissait à tout ce que je lui demandais. Je me rendis compte qu'il m'avait vraiment manqué. Ce jour-là, Tricky rentra avec moi, là où il se sentait chez lui. L'euphorie qui l'animait était unique. Je pris sa laisse et on marcha plus de 5 kilomètres pour arriver à la maison. Lorsque je dis à papa que son ami voulait abattre le chien, il en fut choqué. Maman, de son côté, était étonnée de voir que son ami ennemi avait maigri et n'était pas entretenu. Elle eut pitié. Tricky sautait de partout et se sentait bien chez lui. Comme quoi, l'histoire de Tricky montre qu'il faut savoir prendre soin des animaux. Ils restent des êtres dotés de sentiments et finalement, ils ne nous rendent que ce que nous leur donnons. Sachons prendre soin d'eux. La fidélité n'est pas humaine. Elle est vivante dans chaque être. Une de mes questions, c'était que, comme le livre il est bilingue en Wolof et en français, trouvez-vous qu'il y a des contes qui gagnent plus de définition quand ils sont lus en Wolof, ou est-ce un moyen de, comme pour inspirer les autres auteurs sénégalais, ou même pour faire en sorte que les élèves ou les enfants puissent lire en Wolof? Je pense que oui, c'est un avantage qu'il y ait beaucoup de langues dans un livre, parce que peut-être que certaines personnes ne parlent pas une même langue commune. Donc ceux qui ne parlent pas la même langue que les autres peuvent peut-être être chanceux d'avoir une langue qu'ils maîtrisent bien et pouvoir bien comprendre le livre. Je pense aussi que c'est un avantage parce que comme le livre, l'autrice est sénégalaise et je pense aussi parce que la plupart des Sénégalais parlent plus Wolof que français. Du coup, c'est un avantage que le livre soit fait en français et en Wolof. C'est un avantage car le Wolof est une langue très riche. En plus de cela, le Wolof offre des mots diversifiés pour un même sens, de même que le français, mais ça permet aux Français et aux personnes qui parlent français d'apprendre le Wolof, mais aussi aux personnes qui parlent le Wolof de mieux comprendre la langue Wolof. Oui, d'accord.
Ma question c'est, en ayant lu ce livre et ces contes, ces différents contes, vous pensez que quel est le message principal que Madame Ndeye Astou Ndiaye souhaiterait transmettre à travers ce livre? Moi, je pense que c'est plus une leçon de morale à travers tous ces contes qui nous aident à voir les actions qu'on peut avoir dans la vie. Alors, c'est un livre très riche en histoire, ce qui fait que chaque histoire nous offre une nouvelle morale à avoir. Comme par exemple, dans le conte Awa et Djibril, on peut en tirer un message que il faut toujours rester honnête et toujours garder la vérité quand on nous demande ce qui se passe. Ça montre que Awa est très fidèle à son mari. Être fidèle est une vertu à avoir dans la vie tous les jours. Moi, je trouve que, en fait, on pourrait dire que chaque conte a une morale ou un message qu'elle voulait faire passer. Il y en a où c'est le fait de ne pas mentir, comme ce qu'il a dit, ou la foi, la passion, toujours faire quelque chose qu'on veut faire. Donc, je crois que c'est ça le message qu'elle voulait faire passer dans chaque conte. Alors, ma question, c'était par rapport au livre de Fatou la capricieuse, dans lequel Salif aurait épousé une deuxième femme dans le dos de Fatou. Et ma question, c'était si, selon vous, vous pensez que Salif aurait eu raison d'épouser une autre femme sans consulter Fatou? Moi, ma réponse est que il a eu raison d'épouser une autre femme dans le dos de Fatou, car Fatou était une femme capricieuse, comme le dit le titre. C'était une femme qui voulait toujours avoir quelque chose, qui a refusé d'être dans le village de son mari, qui a manqué de respect à la mère de Fatou. Salif avait du respect avec la femme, donc il ne voulait rien lui dire, jusqu'à ce que Fatou lui dise qu'on doit retourner dans le village de tes parents. Donc moi, je suis avec sa réponse. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Car même si Fatou, elle était capricieuse, je trouve que marier une autre femme derrière le dos de ta première femme n'est pas quelque chose qui est acceptable. Après, ça se comprend comme elle a manqué de respect à la mère de Salif, qui est quelque chose qui n'est pas accepté culturellement et traditionnellement. Mais non seulement a-t-il marié une autre femme, il a aussi eu 2 enfants avec cette femme. Donc je trouve que c'est pas quelque chose qu'il devrait faire ou quelque chose qui est censé être accepté. Moi, je suis pas trop d'accord avec sa réponse. Moi, je pense qu'il aurait pu prendre une deuxième femme, mais pas dans le dos de Fatou, parce que Fatou aurait pu être très en colère en sachant que son mari, comme si elle l'aurait pris comme si son mari l'a trompée ou quelque chose comme ça. Je dis pas que Salif ne devait pas prendre une autre femme, mais je pense qu'il aurait pu l'avertir, parce que Fatou, quand on lit le conte, on voit que Fatou, elle n'est pas habituée à respecter les autres, parce que elle est toujours gâtée. On lui donnait tout ce qu'elle voulait, donc elle n'était pas habituée à ce nouveau environnement. Mais Salif aurait dû quand même l'avertir pour que Fatou réfléchisse plus à ses comportements et puis qu'elle change radicalement un peu de comportement. Je trouve que ta réponse est très pertinente, parce que si on regarde objectivement, Salif, il est quand même allé épouser une autre femme dans le dos de Fatou, ce qui est carrément sur le titre de la tromperie, parce que tu vas avoir, t'as déjà une femme, tu vas voir une autre femme, tu l'épouses, enfin même s'ils sont mariés, et tu vas avoir 2 enfants avec elle. Je pense que Salif, il aurait dû au moins la prévenir. Ça aurait pu faire changer Fatou de comportement, plutôt qu'attendre d'être mariée déjà, qu'elle te le demande. J'aurais pu lui dire, comme ça elle aurait changé de comportement, et je pense que ça aurait résolu l'affaire. Alors, je disais que dans le livre, il y a un conte appelé « C'est quoi une femme, c'est quoi une mère ?» Et dans le conte,
on ne dit pas très clairement c'est quoi une femme, c'est quoi une mère. C'est pour cela que maintenant je te demandais, et selon vous, c'est quoi une femme et c'est quoi une mère? Pour moi, dans le conte, c'est quoi une femme, c'est quoi une mère? On a bien résumé c'est quoi une femme et aussi c'est quoi une mère, parce que c'est une leçon de morale. On a un enfant, Doudou, qui a 5 ans, très futé, qui a expliqué à son mère qui a expliqué à son père, désolé, que sa mère n'était pas bien traitée de la bonne façon parce que elle était parfois battue et on lui criait dessus parfois alors qu'elle cherchait toujours à faire du bien autour d'elle. Elle voulait jamais du mal pour sa famille, mais voilà, Doudou, il a résumé tout, c'est quoi une femme et c'est quoi une mère. Il a donné une leçon de morale à son père. Moi, je pense que c'est ça. Donc, personnellement, je trouve qu'une femme et une mère n'a pas de... Comme il n'y a pas une définition pour une mère exactement, parce que peut avoir un enfant qui a une mère qui peut-être ne cuisine pas pour elle, qui ne remplit pas les caractéristiques d'une mère africaine traditionnellement. Et je comprends ce que vous voulez dire sur le fait que c'est le père de Doudou qui a répondu à la question, car lui, il a ses propres pensées sur pas la définition d'une femme, mais selon lui, ce qu'une femme devrait faire et ce qu'une mère devrait faire. Donc je ne trouve pas que c'est peut-être la vraie définition d'une femme et d'une mère. Ce n'est pas une réponse complète qu'il a donnée à son fils, mais c'est juste une réponse subjective selon lui, ce qu'il pense que sa mère et ses sœurs devraient faire. Je suis un peu d'accord avec ta réponse, parce que dans le livre, entre autres, on dit qu'une femme sert à fonder avec l'homme une famille, à le seconder et à l'aider dans l'éducation des enfants. Elle doit aimer et respecter son mari. C'est un peu vrai, mais ça ne colle pas avec l'image de la femme qu'on a aujourd'hui au XXIe siècle. Parce qu'aujourd'hui, une femme au XXIe siècle ne sert pas seulement à fonder une famille, à aider l'homme et tout. Du coup, je ne suis pas forcément d'accord avec la réponse qu'on a donnée dans le livre. C'est vrai, une femme doit seconder l'homme, éduquer ses enfants, mais pas seulement. La femme, elle est libre. Elle peut choisir si elle veut avoir des enfants ou pas. Voilà. Enfin, c'était ça ma réponse. Alors moi, je trouve qu'il a un peu défini c'est quoi une femme et une mère, mais que ce n'était pas très complet. Parce qu'une mère, c'est vrai, elle est importante, elle donne la vie, l'amour, elle donne des conseils. Mais il y a plein d'autres choses qu'elle peut faire pour son enfant. Et de même pour une femme, elle n'est pas obligée de, comme tu l'as dit, elle n'est pas obligée de tout en faire. Et une femme n'a pas forcément des enfants. Donc je trouve que la définition est correcte, mais ce n'est pas la définition exacte. Pour ma question, c'était, parmi ces histoires, quelle histoire vous a le plus marqué et quelle morale en tirez-vous? Alors moi, personnellement, j'ai été très marqué par un conte nommé Hawa et Djibril. Parce que là-bas, on montre la dévotion, mais aussi l'importance que Hawa a envers Djibril. Parce que ici, on sait que la majeure partie des personnes, s'ils savaient que leur mari avait en lui un démon, ou bien donc un malheur sur lui, ils seraient partis d'abord dire ça au village entier. Ce qui prouve que Hawa est une personne sensée, mais aussi une personne très fidèle à son mari. Parce qu'actuellement, si on était parti dire à une personne, dis-nous où se trouve Djibril, ou bien donc tu vas être morte, la majeure partie des personnes auraient dit que Djibril se trouvait dans la forêt. Donc là, actuellement, le conte Hawa et Djibril est un conte très marquant qui montre que Hawa est une femme très dévouée et fidèle à son mari. Moi, personnellement, le conte qui m'a marqué, c'était celui de Fahi, la femme Anès. Dans le conte, Fahi, c'est une femme très belle dans le village, que le roi va épouser. Et Fahi, plutôt, cache un secret, c'était qu'en réalité, c'est une ânesse. Du coup, et la morale qu'on retient dans l'histoire, à la fin,
c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Tu peux voir une personne comme ça qui en apparence a l'air gentille, qui en vrai veut ton mal. Une deuxième morale tirée de l'histoire, c'était que la seconde femme du roi, elle, a bien su garder le secret. On lui a confié un secret et elle a su le garder. Elle n'est pas allée le révéler à tout le monde. Pour moi, ça veut bien dire que certaines personnes peuvent encore garder un secret ces temps-ci, en ce moment, qui n'est pas forcément facile parce que dans notre génération, comme on dit, les choses se savent vite. Tu peux dire à une personne aujourd'hui le matin un secret, à la fin, toute l'école sera au courant. Et voilà. La troisième morale aussi, c'était que le roi avait, comme on avait écrit, du sutura. Il n'est pas allé raconter à tout le royaume, ouais, la femme Farid, c'est une ânesse. Il a eu pitié d'elle et l'a laissé s'en aller. Il a juste dit que oui, la femme c'est un âne. Voilà, pour moi c'est ça le conte qui m'a marqué. Moi, je trouve que le conte qui m'a le plus marqué, c'est le conte sur la foi, parce qu'il montre qu'il ne faut jamais perdre espoir. Il y a un père de famille qui vivait sur une terre du Jolof et qui n'a jamais quitté cette terre jusqu'à sa mort. Alors quand il est mort, il a dit à sa femme de ne pas quitter la terre avec ses enfants. Mais il y en a un qui est parti et l'autre qui est resté. Et après, la pluie est revenue. Tout ça pour expliquer qu'ils ont cru à ce que leur père leur a dit. Ils ont eu confiance, ils ont eu de l'espoir et ils ont finalement vu les résultats. Personnellement, moi, le conte qui m'a plus marqué, c'est le chien, Tricky le chien. Parce qu'en lisant le conte, on voit que c'est un chien qui était au bout de sa vie, qui allait presque mourir, on va dire. Par la grâce de Dieu, il a été retrouvé par une fille. Bon, la fille l'a accueilli chez elle, l'a toujours bien traité pendant 10 ans. Ça montre que les animaux méritent d'être bien traités. Ce ne sont pas des êtres vivants inutiles parce qu'ils servent aussi à nous accompagner dans notre vie. Ils servent à nous réconforter, nous donner beaucoup de bonheur. Donc voilà, si on traite un humain très bien, d'une bonne façon, on doit aussi traiter un animal bien. Donc pour moi, le conte qui m'a marqué, c'est comme elle, la foi. Car je trouve que ça se rapproche beaucoup de la population de nos jours. Car dans l'histoire, dans le conte, il y avait plus de pluie sur la terre du Jolof. Donc beaucoup de familles mouraient parce qu'ils ne pouvaient pas pousser des plantes ou à manger. Et même le père de la famille à qui l'histoire se rapproche, il n'a jamais vécu pour revoir la pluie, mais c'était toujours un homme qui croyait en Dieu, qui priait. Et la plupart des jeunes sont partis car ils croyaient que la pluie n'allait jamais revenir. Et je trouve que ça se rapproche beaucoup aux jeunes de nos jours qui ne veulent pas prier, qui ne croient plus en Dieu, qui croient que tout va venir facilement. Si tu pries une fois, tu vas avoir tout ce que tu veux. Qui n'est pas vrai car la famille de l'homme, ils ont vécu beaucoup d'années avant de finalement revoir la pluie revenir. Alors moi, ma question c'est pourquoi l'autrice a écrit des contes qui retracent les origines africaines, ses origines africaines? Bon, elle est sénégalaise, africaine. Je pense toute sa famille, on peut dire presque, sont africains et sénégalais peut-être. Donc voilà, peut-être qu'elle a été touchée, elle a connu des histoires dans sa vie. Elle a voulu expliquer des leçons de morale aux enfants, aux adultes pour que les gens comprennent que il faut jamais abandonner. Si tu as un rêve, il faut le poursuivre et essayer de faire le maximum possible pour l'atteindre. Voilà, toujours aussi aider tout le monde, toute personne dans le besoin, aider son prochain, aimer ses proches, ses amis, tout le monde. Et voilà, pour moi c'est ça. Moi, je trouve que, comme ce qu'il y a écrit dans un petit paragraphe au début du livre, il n'y a pas assez de contes, peut-être de nos jours, avec des
des racines africaines, des traditions africaines avec la culture sénégalaise. Comme il y a des contes comme Cendrillon, comme des autres contes européens avec des filles blondes ou avec un prince qui va venir les sauver, mais pas assez de contes sur la vie d'une mère africaine, une famille sénégalaise, etc., la foi ou la religion. Donc je crois qu'elle voulait vraiment montrer sa culture et sa religion dans les contes qu'elle a écrits, car c'est quelque chose qu'on trouve pas assez dans les livres, spécialement dans les bibliothèques qui ne sont pas situées en Afrique. Alors moi, je suis plutôt d'accord avec ta réponse. Je pense que l'autrice, par là, elle a voulu, rattacher les personnes de nos jours à leurs racines africaines. Parce que de nos jours, tout le monde est plutôt francisé. Quand on voit les femmes elles portent des perruques, ce ne sont pas des perruques avec les cheveux afro, ou bien c'est plutôt des cheveux lisses. On idéalise plus les pays francophones, les pays européens. Et du coup, moi, je pense que l'autrice aussi, elle a eu raison d'écrire un livre sur l'Afrique avec des morales africaines qui collent plus avec notre continent. Parce que les autres contes, les contes européens, comme elle a dit Cendrillon, Blanche-Neige, ça colle pas. Du coup, moi, je pense que l'autrice a juste voulu nous rappeler nos valeurs et nos cultures. Moi, une de mes questions, à votre avis, quel rôle les veillées et les contes jouent-ils encore dans la société africaine d'aujourd'hui? Je trouve qu'ils jouent un rôle important pour les enfants de nos jours, car non seulement peuvent-ils comme nous reconnecter ou nous rapprocher à nos racines africaines, mais ils peuvent aussi, comme ils montrent une morale. Ils ne sont pas faits juste pour nous intéresser, mais c'est quelque chose, on peut apprendre des choses de ces contes africains. Et aussi, c'est une manière pour reconnecter les familles. Comme, par exemple, une mère ou une grand-mère peut lire des contes africains à sa fille ou sa petite-fille. Et la tradition peut continuer. Ce qui peut amener des années et des années comme un héritage. Mais ce n'est pas un objet, c'est plus une histoire ou un conte. Donc je trouve que c'est important pour la tradition, la culture et peut-être même pour rapprocher les familles. Alors moi, je trouve que c'est pour nous rappeler d'où on vient. Parce qu'ici, on est tous sénégalais. Il y en a beaucoup qui oublient leurs racines, d'où ils viennent. Alors que normalement, on ne doit pas oublier tout ça. Et il y en a beaucoup, ils ont grandi comme ça, au pied de la grand-mère qui racontait les histoires. Et je trouve que ce livre nous rappelle beaucoup de souvenirs. Alors, je trouve que c'est très important de connaître d'où on vient. Parce qu'actuellement, quand je demande à une personne tu es quoi, la personne va essayer, les personnes elles vont essayer de partir chercher une fausse origine. Comme par exemple, tu peux pas demander à une personne tu es quoi, elle va te dire que je suis né en France, donc je suis un Français. Je suis né en Amérique, donc je suis américain. On peut dire qu'actuellement, les gens même ont entre guillemets honte de dire qu'ils sont africains. Mais sauf que non, ils vont partir. Ils vont partir dire que oui, on est français, on est américain, on est européen, on est anglais, etc. En oubliant que à la base, leurs ancêtres sont africains. Nos ancêtres ont souffert pour qu'aujourd'hui qu'on puisse être assis là pour qu'on puisse nous filmer, pour qu'on puisse avoir droit à la parole. Donc, cet héritage-là, on doit le conserver, mais aussi en être fier. C'est pour cela qu'on doit accepter qu'on est africain. Comment ça s'appelle? Et puis après, avec ce livre-là, ça nous montre que actuellement l'Afrique est un continent très riche en histoire, en culture, mais aussi que nous aussi on a un système qui est très grand comme celui des Français ou d'autres choses. Parce qu'actuellement les gens, quand on leur demande après
tu vas habiter où? Ils vont te dire aux États-Unis, en France, en Angleterre, etc., etc. Mais c'est que tu ne vas jamais entendre une personne dire que moi, je vais rester ici en Afrique pour que mon continent soit plus grand, que mon continent soit meilleur. Mais non, il veut partir en Europe, en Amérique pour enrichir ces continents-là et puis appauvrir l'Afrique. C'est pour cela que actuellement je trouve que c'est un livre qui est très très fort, c'est un livre qui est très très bon parce que avec ce livre on arrive à comprendre on vient d'où, mais aussi on arrive à en tirer des morales qui sont très utiles à la vie d'aujourd'hui. Ma deuxième question, c'était que traditionnellement, les contes africains sont dits à l'oral. Est-ce que vous trouvez que on perd des aspects du conte comme l'âme du conte ou une partie du conte quand on les lit? Ou avez-vous une préférence entre les lisants ou les écoutants de quelqu'un à l'oral? Moi, je pense que c'est pas mauvais que le conte soit retranscrit en un livre, mais c'est que de nos jours, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui lisent des livres, ce qui est d'ailleurs le but de l'émission. Pas beaucoup de jeunes sont attirés par les livres et je pense que les gens de nos jours préfèrent être assis autour de quelqu'un, l'écouter raconter, parce que là, tu peux faire tes commentaires. Il y aura peut-être des débats en racontant l'histoire. Alors que quand tu as un livre, le livre, il n'a pas d'âme. Tu le lis juste comme ça. Et c'est plus compliqué d'en tirer une morale si ce n'est pas quelqu'un qui te le raconte. C'est ça, Marie. Alors, pour moi, actuellement, écouter un conte, c'est meilleur. C'est meilleur parce que quand on parle, parce que, comme on dit, la voix a une âme. Parce que quand on parle, on sent que actuellement c'est vivant. Alors que lire un livre, on peut dire que c'est un petit peu artificiel. C'est pour cela que moi personnellement je préfère l'oral parce que l'oral c'est extrêmement riche parce que avec la voix on peut changer un conte parce que en lisant on ne comprend pas dans quel contexte la personne elle parle. Alors qu'en parlant, on peut dire une même phrase, mais sauf qu'en changeant nos tons, on arrive à comprendre si est-ce que la personne elle parle d'un ton énervé, d'un ton joyeux ou bien d'un ton triste. Alors pour moi, l'oral, c'est meilleur que l'écrit. En plus de ça, aussi, l'oral même, c'est un patrimoine à préserver. Avec les chants des griots, etc., etc. Alors pour moi, personnellement, l'oral est mieux que l'écrit. Pour moi, comme il a dit tout de suite, c'est vrai. Quand on est autour d'un arbre avec un oncle, un grand-père, un père, quand il est en train de lire ou de conter une histoire qu'on l'a racontée il y a très longtemps, c'est bien. Quand il est en train de lire, on écoute attentivement, on est reconnecté à nos racines, etc. Il peut raconter une histoire qui est très très drôle ou une histoire avec une morale cachée derrière. Mais quand on est là à lire un livre sur noir et du blanc, déjà, des fois, on lit seul dans notre chambre, etc. On lit à voix basse ou même des fois, on lit sans donner une voix, etc. Donc, on va être silencieux, on va lire. Il n'y aura pas trop d'âme, comme il l'a dit tout à l'heure. Donc, moi, je préfère vraiment quand un membre de notre famille, un ami, un oncle, il lit, ou même notre grand-mère. Donc, moi, je suis avec la voix. Moi, personnellement, je pense que les deux, de façon orale et écrite, il y a des avantages et aussi des inconvénients, beaucoup. J'aime bien de façon écrite parce que pour certaines personnes, c'est un avantage. Certaines personnes qui sont solitaires, qui aiment la solitude, qui peuvent, par exemple, se mettre dans un lieu tout seul et se mettre dans le contexte d'un conte ou quelque chose comme ça. Et puis voilà. Mais aussi oralement, c'est un avantage parce que généralement,
on lit un livre à travers un proche, un parent, un frère, une sœur et quelque chose comme ça. Et puis, on se met dans le contexte aussi du livre et on comprend les émotions de la personne qui lit. On a aussi des émotions, donc voilà. Ça, c'est pour certaines personnes qui sont plus sociables que d'autres. Donc, chacun a ses préférences, mais voilà, moi, j'aime bien les deux. J'aime aussi beaucoup de façon écrite parce que tu te mets tout seul dans le contexte, tu comprends, tu analyses tout seul les contes, les livres et voilà, tu apprends généralement des leçons de morale qui vont te servir dans ta vie. 3 minutes. D'après vous, dans le conte de Fari, la femme Anès, le menteur aurait-il mérité d'être tué après tous les malheurs qu'il a causés dans le royaume, même si cette fois-ci il disait la vérité? À mon avis, je ne trouve pas qu'il mérite d'être tué, car même s'il disait la vérité, et il voulait juste prévenir le roi, mais l'action, je comprends toujours l'action qui a été commise, car nous ne savons pas tout ce qu'il a fait, tous les gens qu'il a trompés, tous les mensonges qu'il a dit, donc ça se comprend toujours. Moi, je pense qu'il ne méritait pas vraiment d'être tué. Je suis d'accord avec toi. Bon, ça nous montre une leçon de morale très, très, très importante. Ça nous montre qu'il faut toujours dire la vérité, même dans les moments difficiles. Parce que quand on est habitué à mentir, lorsqu'on dit la vérité, on n'est pas cru. Les gens pensent qu'on ment parce qu'on est habitué à faire ça. Donc ça nous montre qu'il faut toujours être véridique et très honnête, même dans n'importe quel moment. Il faut savoir garder sa foi, tout ce qu'on veut. Ce qui est important, on le dit. Ce qui n'est pas important, c'est notre choix si on veut, on le dit ou pas. Ouais. Comme vous avez dit, vous deux, moi aussi, je ne suis pas d'accord qu'il se fasse tuer. Il pouvait être en prison, etc. Mais comme il a dit, si vous êtes habitué à mentir, ça va être tout le temps la même. Vous pouvez être dans un quartier, dans votre quartier, et quand vous allez dire quelque chose à une personne, cette personne peut dire ça aux membres de votre quartier, et les gens vont commencer à dire non, lui il ment, à chaque fois qu'on dit quelque chose, il est là à mentir, non, etc. Donc, comme il a dit, c'est une grosse leçon de morale qui apprend aux personnes à ne pas mentir, et voilà. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à tous mes camarades, merci à tous qui ont regardé et merci à Madame Judith et Madame Djemé d'avoir organisé cette émission. Nous sommes les lecteurs du livre V africaine écrit par Madame D. Astundiaï et je vous dis au revoir.